Alors, monsieur l'administrateur, monsieur le président, chers collègues, chers amis, nous le savons bien, les lieux en disent beaucoup sur les institutions qu'ils abritent. Quiconque a pénétré dans la grande salle du fond des locaux historiques de l'École pratique des hautes études, la salle où se tiennent les assemblées de la 4e section, ne peut avoir oublié le tableau pendu au mur et la statue qui le flanque sur la gauche. Alors le premier, c'est pas toujours su, le premier est un portrait du latiniste Louis Havet, qui fit ses études conjointement à l'École pratique des hautes études, dont il fut un des premiers élèves titulaires, et au Collège de France, où il suivit les cours de son père, Ernest, avant de devenir à son tour enseignant à la fois à l'École pratique des hautes études dès 1872 et au Collège de France, où il succéda à son père en 1885. Autre temps, autre mœurs. La statue, elle, eh bien, c'est celle du médiéviste Gaston Paris, qui fut un des premiers enseignants de l'École pratique des hautes études après sa création en 1868, jouant d'ailleurs un rôle déterminant dans l'organisation de la 4e section, et qui fut également élu en 1873 professeur au Collège de France, lui aussi succédant à son père, Paulin, avant d'en devenir l'administrateur de 1894 jusqu'à sa mort en 1903. C'est à lui que l'on doit la belle expression que j'ai choisie pour le titre de cette journée, ma grande église et ma petite chapelle, pour désigner les deux établissements entre lesquels il a partagé son enseignement. Alors ces deux figures, c'est symboliquement ancré, dirais-je, dans la topographie de l'École pratique des hautes études, résume bien les liens consubstantiels qui ont uni le Collège de France et le PHE dès la création de cette dernière, dans laquelle d'ailleurs les professeurs du Collège de France n'ont pas été pour rien, liens consubstantiels qui ont contribué à marquer profondément le paysage académique et intellectuel français. Ce sont ces liens, ces affinités électives, pour reprendre le titre ou le sous-titre de cette journée, que nous allons essayer de scruter aujourd'hui, profitant de l'occasion que représente cette année le 150aire de l'École pratique des hautes études, pour porter donc un regard rétrospectif sur le passé commun de nos deux maisons et nous interroger sur ce qu'elles ont pu chacune apporter à la recherche. Alors depuis le début, Collège de France et EPHE ont été rapprochés et considérés comme des institutions jumelles participant d'une même vision de la science, aussi bien du fait des principes ayant présidé à leur création, à tous deux, que pour leur mission ou, je dirais même aussi, leurs principes d'organisation. Les deux établissements ont été créés dans le but, et là j'emprunte une citation au dictionnaire du XIXe siècle de Larousse, créés dans le but de remédier à la faiblesse de l'enseignement supérieur, chacun à son époque, l'un en 1530, l'autre en 1868. Tous deux se sont fixés comme mission d'enseigner la science en train de se faire. Comme le résumait d'ailleurs Gaston Paris, que je citais tout à l'heure, le Collège de France et l'École pratique des hautes études sont seuls à représenter, dans l'ordre des études historiques et philologiques, la science pure. Tous deux ont enfin comme principe d'organisation la complète collégialité, puisque c'est l'assemblée plénière de leurs enseignants qui prend les décisions en matière de recrutement, et ce qui était encore le cas de l'École pratique des hautes études il y a quelques, on va dire plus d'une vingtaine d'années, de la gestion administrative. Il y a encore peu, les assemblées des professeurs du Collège de France, comme celles des directeurs de la 4e section, avaient lieu le dimanche. C'est toujours le cas du Collège de France, mais ce n'est plus le cas de l'École pratique des hautes études depuis son retour en Sorbonne. Alors, le faciès de ces deux établissements a été perçu dès 1868 comme si proche que Renan en tirait argument pour dénier toute nécessité à la création de l'École pratique des hautes études. Je le cite, « Pourquoi créer un établissement nouveau sous ce titre ? L'École pratique des hautes études existe depuis 350 ans. François Ier l'a créé en 1530. C'est le Collège de France, puisque ce grand établissement représente justement l'élaboration scientifique à laquelle l'université, corps principalement enseignant, ne saurait suffire. Elle sera malgré tout créée. Mais au-delà de leur mission et de leur fonctionnement, c'est surtout par le recrutement de leurs enseignants que, dès 1868,
la complémentarité, voire la symbiose entre les deux maisons se manifeste le mieux. Alors, pour reprendre les chiffres que Sergueï Koslov a donné dans un article récent intitulé « La 4e section de l'EPHE et le Collège de France, genèse d'une symbiose intellectuelle », lors de la première année de l'EPHE, un tiers des directeurs d'études appartenaient au Collège de France. L'année suivante, c'est 40%, chiffre qui, après une baisse, va grimper jusqu'à 45% en 1907-1908. Depuis, les liens entre les deux maisons n'ont cessé. J'ai calculé, mais peut-être que Wolf Feuerhahn apportera des chiffres un peu différents, j'ai calculé que sur les quelques 400 professeurs du Collège de France qui se sont succédés entre 1868 et 2016, environ 70 ont été, avant ou pendant leurs années au Collège de France, enseignants à l'École pratique des hautes études, ce qui représente donc à peu près 20%. Et il y en a actuellement 4 qui relèvent de cette dynamique qui faisait écrire récemment à Wolf Feuerhahn dans son livre « La politique des chaires au Collège de France » que l'École pratique des hautes études a joué le rôle de pourvoyeuse d'enseignants pour le Collège de France. Et il aura l'occasion de revenir sur ce point dans la communication finale. Donc cette sorte d'endogamie institutionnelle ne s'est pas exercée dans tous les domaines. On constate un net déséquilibre entre les sciences dures et les sciences humaines. Sur les 70 professeurs du Collège de France qui ont enseigné à l'EPHE, seuls 5, si mes calculs sont bons, 5 relèvent des sciences dures, essentiellement, l'administrateur y a fait allusion tout à l'heure, la médecine et aussi la chimie, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de Claude Bernard et plus tard d'un de ses grands admirateurs, Bernard Alpern, ainsi que Marcellin Berthelot. Alors ce déséquilibre flagrant explique que j'ai choisi de n'illustrer les rapports entre les deux institutions dans cette journée que dans le domaine des sciences humaines. Et encore, ai-je dû faire des choix drastiques, tant les domaines couverts sont nombreux pour le temps dont nous disposons, et aussi les conférenciers qui étaient disponibles. Je dois dire qu'une des lacunes les plus flagrantes de cette journée sont probablement les études médiévales qui ont été très fortement et très diversement illustrées par les deux maisons. Alors cette journée, vous l'avez vu dans le programme, fera alterner des études sur l'histoire institutionnelle commune des deux établissements, notamment au moment de la création de l'EPHE, des bilans par discipline et des portraits de quelques personnalités qui cristallisent le phénomène de symbiose dont je parlais à l'instant et qui pose l'intéressant problème du double enseignement dans les deux établissements. Nous irons, je l'espère, au-delà de la logique des chaires pour nous intéresser aussi aux équipes que cachent trop souvent les grands noms et qui, depuis 150 ans, conjuguent au quotidien et sur un mode collectif une collaboration profonde entre les deux établissements et une même conception de la recherche. C'est donc au-delà de l'anecdotique, de la prosopographie, du hasard des croisements institutionnels, l'occasion de réfléchir sur le rôle combiné de deux institutions dans l'histoire des savoirs, de la transmission des savoirs, au moment même où l'EPHE sort un magnifique ouvrage, magnifique et dense ouvrage, puisqu'il totalise 712 pages, et je crois qu'il pèse 3,8 kg, c'est ça dirigé par Patrick Henriet, que vous allez entendre tout à l'heure, intitulé « L'école pratique des hautes études, invention, érudition, innovation de 1868 à nos jours », et qui invite, là aussi, à une réflexion historique. Alors, les présidents des deux sessions seront eux-mêmes des représentants de cette curieuse espèce mixte, hybride, je ne sais comment dire, du professeur, directeur d'études, sous ces deux formes. On aura un directeur d'études devenu professeur au Collège de France et un professeur du Collège de France qui est redevenu directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Alors, ils pourront à l'occasion nous faire quelques confidences, je ne sais pas, sur leur expérience dans les deux maisons différentes, complémentaires, schizophréniques, je ne sais pas, nous le dirons.
Et à ce sujet, d'ailleurs, je rappellerai la phrase de Georges Dumézil. « J'ai fait un double service à partir de 1949, monologuant au Collège de France et dialoguant à l'École pratique des études », ce qui montre bien la complémentarité des deux types d'enseignement. Alors, puisque j'ai commencé en parlant de la salle Gaston Paris de l'EPHE, je voudrais y revenir pour conclure en citant ce qu'en disait Louis Havet, toujours lui, et qui pose bien le problème de la symbiose intellectuelle des deux établissements. Je le cite. « Supposons pour un moment qu'il n'y ait pas eu de petit local. » Et là, il parle de ces espaces de la bibliothèque de la Sorbonne que Léon Régnier affecta à la 4e section lors de sa création. Je laisse la parole. « Il ne nous serait pas poussé une âme à nous, mais peut-être que l'hospitalité du Collège de France à notre égard se serait élargie, puis généralisée. Peut-être que la section se serait fondue dans le Collège de France et identifiée avec lui, en lui infusant une activité d'une nature nouvelle. C'est le résultat qu'aurait voulu Ernest Renan. Peut-être qu'aujourd'hui, notre âme serait celle du Collège et que nous nous accommoderions de cette vieille dame de 4 siècles. » Alors, la vieille dame n'a rien absorbé du tout, et la jeune fille de 1869 a pu ainsi devenir à son tour une respectable dame qui fête aujourd'hui ses 150 ans, et je suis heureux que la vieille dame accueille aujourd'hui dans ses locaux cette journée d'études et contribue ainsi aux festivités du 150aire en souhaitant à sa cadette un avenir durable et riche de ces fertiles échanges qu'elle n'a cessé d'avoir avec son aîné depuis sa création. Et j'ajoute, à titre personnel, tous mes vœux pour que toutes deux continuent encore longtemps, envers et contre tout, à servir la science en voie de se faire, pour reprendre l'expression d'Ernest Renan, et à défendre originalité et exigence en résistant aux modernes sirènes de la visibilité à tout prix et du conformisme facile. Je donne la parole.